ben, sans plus attendre, je vais appeler la première présentatrice, Suzy Tardif. Suzy Tardif, oui. Donc, Suzy est chercheure principale au centre EcoBES du Cégep de Jonquière. Elle est titulaire d'un doctorat en éducation de l'Université du Québec à Chicoutimi et ses travaux portent sur la persévérance scolaire, la pédagogie inclusive et le développement du langage. Donc, ben, sous un tonnerre d'applaudissements, pour accueillir Suzy. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre quelqu'un dire, ou même de dire d'un élève, « Ah, lui, là, il va aller loin. » Ou encore, « Elle, là, c'est clair, elle va décrocher. » Eh bien, ce type de pronostic scolaire, c'est ce qu'a vécu Gabriel, un jeune adulte que j'ai rencontré dans le cadre de ma thèse. Gabriel, on lui a dit, quand il était au primaire, une orthophoniste, une ergothérapeute avait dit à sa mère comme quoi ce serait surprenant qu'il termine son primaire et que ce serait encore plus surprenant qu'il termine son secondaire, considérant qu'il avait un trouble développemental du langage. Qu'est-ce que c'est un trouble développemental du langage? Ça se trouve être un trouble neurologique qui affecte la compréhension et ou la production d'un message oral. Par contre, le TDL, ça n'affecte pas les capacités cognitives d'une personne. C'est vraiment qu'elle a des enjeux au niveau langagier. Quand on regarde les études sur le TDL, on peut mieux comprendre pourquoi l'ergothérapeute et l'orthophoniste avaient établi ce pronostic. Parce que ce qu'on voit, c'est que ce sont des jeunes qui ont des défis persistants dans le cadre de leur parcours scolaire. Ils ont des enjeux sociaux, ils ont des enjeux scolaires, ils ont des enjeux langagiers. Et ce qu'on voit aussi, c'est que l'obtention d'un premier diplôme qualifiant, c'est ardu, voire impossible pour plusieurs d'entre eux. Sauf que Gabriel, le jeune adulte que j'ai rencontré, il est aujourd'hui psychoéducateur. Donc, non seulement il a terminé son primaire, mais il a aussi terminé son secondaire. Il a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en psychoéducation. Donc, ça m'amène à vous parler de comment est-ce qu'on peut déjouer ce type de pronostic scolaire-là. En fait, moi, dans le cadre de mon projet, je me suis intéressée à la résilience scolaire de bacheliers comme Gabriel. Et qu'est-ce que c'est la résilience scolaire? En fait, quand on regarde la définition de la résilience en physique, on dit que c'est la capacité interne d'un matériau à reprendre sa forme originale après des déformations ou encore à résister à un choc. Ce soir, ce n'est pas un cours de physique et ce n'est pas une présentation en physique que je vous propose parce que moi, dans le cadre, j'ai pas touché mes notes. Dans le cadre de mon projet, je me suis intéressée dans une perspective sociale. Et souvent, pour décrire la résilience, ce qu'on utilise, c'est la métaphore du nénuphar. Pourquoi? C'est parce que le nénuphar, c'est une plante dont personne ne s'occupe. De mon côté, lorsqu'une de mes amies est partie en congé maternité, elle m'a demandé de s'occuper de sa plante. Et si vous saviez l'énergie et le cœur que j'ai mis à m'occuper de sa plante pour m'assurer qu'elle avait assez d'eau, qu'elle n'était pas trop au soleil, bien, le nénuphar, tout le monde s'en fout. Il n'y a personne qui s'assure s'ils sont dans un beau contexte pour se développer. Mais qu'est-ce qu'on peut voir apparaître à travers les nénuphars? On peut voir apparaître de très belles fleurs. Eh bien, la résilience, c'est ça. C'est que même si tu as un contexte d'adversité, tu peux t'épanouir, tu peux développer ton plein potentiel. Et c'est exactement ce que c'est la résilience scolaire, mais dans un contexte scolaire. C'est-à-dire que pour pouvoir dire qu'on est résilient en contexte scolaire, il faut deux conditions. La première, c'est un contexte d'adversité. Donc, des conditions adverses qui font que c'est plus difficile de réaliser tes objectifs scolaires. Dans mon projet, le contexte d'adversité, c'était de vivre avec un TDL, considérant tous les impacts que ça a sur la vie de la personne. La deuxième condition, c'est qu'on doit observer une adaptation positive. Donc, un dénouement plus positif que ce qui est attendu, considérant le contexte d'adversité. Dans mon projet, je me suis tournée vers ceux qui avaient réussi à obtenir un diplôme universitaire parce que c'était des gens qui déjouaient les pronostics. Et c'est important pour moi de nommer que ce n'est pas parce que je survalorise la diplomation universitaire. Moi, ce que je valorise, ce que j'enseigne aux étudiants, c'est l'importance d'amener toute personne apprenante à développer
son plein potentiel. Et si son plein potentiel, c'est d'obtenir un diplôme universitaire, bien, on aura réussi. Alors, est-ce que, selon vous, vrai ou faux, une personne naît résiliente? Faux, merci. Donc, en effet, c'est faux, parce que la résilience, ça se développe. C'est un processus. Et c'est un processus qui amène une personne à interagir avec son environnement et qui assure aussi une interaction entre des facteurs de risque. Donc, toutes des conditions qui font que ça accroît la possibilité qu'une personne rencontre des difficultés. Mais heureusement, il y a aussi des facteurs de protection. Donc, toutes les caractéristiques qui atténuent l'influence de ces facteurs de risque-là. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré 4 jeunes adultes qui avaient obtenu un diplôme universitaire et je leur ai demandé de me raconter leur parcours scolaire. Donc, de la petite enfance jusqu'à leur collation des grades. Et je leur ai demandé aussi de sélectionner des photos ou des images qui permettaient de décrire, expliquer pourquoi eux avaient réussi, alors que leurs homologues, souvent, abandonnent avant la diplomation universitaire. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'il y a beaucoup de facteurs de risque communs que ces 4 jeunes adultes-là ont rencontrés dans leur parcours scolaire. Donc, ils ont eu des difficultés langagières, ils ont eu des difficultés d'apprentissage, des relations sociales limitées, ils ont vécu de l'intimidation et ils ont eu l'influence négative de certaines personnes qui gravitaient autour d'eux. Jérémy, par exemple, lors de sa première journée de stage en travail social, il s'est fait dire « Hey, arrête-moi ça tout de suite, tu ne pourras jamais être travailleur social, tu as un TDL. » Mais quand on creuse les résultats, on se rend compte que oui, ces jeunes-là ont des expériences scolaires et sociales complexes, mais c'est surtout que pendant longtemps, ils ont considéré que c'était de leur faute s'ils vivaient de tels enjeux scolaires et sociaux. À titre d'exemple, Jérémy m'avait sélectionné cette image-là pour m'expliquer comme quoi il avait vécu beaucoup d'intimidation au primaire. Et ce qu'il me dit, c'est, sur l'image, on peut voir que les gens qui sont à l'extérieur sont tous pareils, partagent les mêmes intérêts, semblent normaux. Mais dû à ma différence de mon TDL, je me sentais un peu comme dans un monde à part. Et qu'est-ce que ça le fait de considérer que c'était leur faute s'ils vivaient des difficultés? Bien, ça les a amenés pendant longtemps à utiliser des stratégies compensatoires pour dissimuler leurs difficultés langagières. Donc, Gabriel, lui, a réussi à prononcer le son U en 5e année du primaire. Mais avant ça, il avait tellement peur que les gens rient de lui qu'il essayait de trouver tous les mots qui ne contiennent pas le son U. Donc, allô au lieu de salut. Imaginez à quel point c'est énergivore. Quand il a su comment faire, quand il a su où placer sa langue, il disait qu'il était euphorique, puis il n'arrêtait pas de dire « U » sans arrêt. « U ». Et ce que ça l'a amené aussi, c'est que pendant longtemps, ils ont voulu se débrouiller seuls par crainte d'exposer leurs limites ou faire connaître leurs besoins. Ils avaient tellement peur de demander de l'aide parce qu'ils avaient peur d'être considérés comme différents puis d'amplifier leurs différences. Heureusement, ces gens-là ont rencontré des gens et ont eu des outils qui ont été considérés comme des facteurs de protection. Un des facteurs de protection qui est commun, c'est qu'ils se sont fixés des objectifs, à court, à moyen, à long terme. Et qu'est-ce que ça faisait, ça? Bien, ça les motivait, ça leur permettait de vivre des réussites, mais surtout, ça leur permettait de mettre en évidence leurs capacités. Donc, Jérémy, dont je vous ai parlé, quand il s'est fait dire « Bien, tu ne seras jamais travailleur social », avec ses parents, il a établi l'objectif « Non, non, moi, je vais leur prouver le contraire. Je vais leur prouver que je suis capable d'être un travailleur social. » Il y a eu aussi plein d'autres facteurs de protection, comme le fait de pouvoir avoir du temps supplémentaire pendant les évaluations, d'avoir une approche individualisée auprès d'eux, d'être dans de petits groupes ou encore de vivre des sessions à temps partiel au post-secondaire. Mais ce qui a eu le plus d'influence dans leur processus de résilience, c'est qu'ils ont rencontré des gens qui leur ont montré comment être résilient, qui les ont accompagnés dans les difficultés rencontrées. Et ça, on appelle ça des tuteurs de résilience. Donc, des gens qui font une différence puis qu'eux leur ont dit « Non, tu les as, les capacités, tu les as, les forces, et tu es capable de développer ton plein potentiel. » Alors, si on avait à résumer la réponse à la question de recherche que je m'étais posée, comment s'est développée la résilience scolaire de bacheliers québécois vivant avec un TDL? Bien, c'est développé grâce à des caractéristiques individuelles, à des forces,
mais aussi et surtout grâce à tous les gens qui ont gravité dans leur parcours scolaire et qui ont agi à titre de tuteur de résilience. Et les résultats de ma thèse montrent que la résilience scolaire, c'est pas de gravir la montagne seule. La résilience scolaire, c'est d'avoir des appuis à chaque étape de l'ascension, mais que ce soit démocratisé, cet appui-là, qu'on ait envie de se tourner vers les ressources qui sont disponibles parce qu'on vit bien avec nos besoins. Et de votre côté, bien, je vous invite à devenir, ou peut-être que vous l'êtes déjà, des tuteurs de résilience. Je vous invite à ne pas être la personne qui va pousser l'élève en bas de la montagne, mais plutôt à être la personne qui va croire au potentiel et en aucun cas, s'il vous plaît, dites à quelqu'un qui c'est certain qu'il va décrocher. Merci beaucoup. Merci, ça commence fort. S'il y a des personnes qui ont des questions, il y a un micro qui est au milieu là-bas. Donc, ben, soyez pas timides. Pas de questions? C'est tellement clair. Oui, Stéphanie, c'est Stéphanie. Oui. Bonjour. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette question de recherche. C'est une bonne question. Ben, je vais y aller d'un point de vue personnel. J'ai une sœur qui présente un TDL, qui n'a pas obtenu un baccalauréat, mais qui était persévérante comme je n'ai jamais vu. Et la seule fois où j'ai vu qu'elle avait tombé, c'est lorsqu'un enseignant de mathématiques au secondaire y avait dit à ma mère et à elle, là, arrêtez, ça ne donne rien, elle n'aura jamais son diplôme d'études secondaires. Mais ma sœur, aujourd'hui, elle a une attestation d'études collégiales, donc elle a réussi à développer son plein potentiel, mais c'était la fois où je l'avais vue le plus démotivée, désengagée. Fait que j'ai toujours eu un intérêt pour le TDL, puis ça s'est manifesté comme ça. Puis comme je disais, l'idée d'aller vers quelqu'un qui avait obtenu un diplôme universitaire, c'était beaucoup dans l'optique de pouvoir aider tous les autres qui se résignent, qui, devant une situation comme ça, décrochent, arrêtent, pour pouvoir les inspirer. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Suzy? Oui, le micro est juste devant toi. Oui. Tu as dit que tu avais considéré que le TDL, c'était l'adversité. Est-ce que tu as relevé dans leur témoignage d'autres, peut-être, sources d'adversité communes ou individuelles pour chaque personne? Mais ça ressemblait beaucoup au facteur de risque que j'ai présenté. Tu sais, le contexte d'adversité, c'était mon critère d'inclusion pour les gens, mais au final, quand je leur demandais de raconter le parcours, ça faisait que confirmer que le TDL a ce qu'on appelle les impacts fonctionnels, qui sont déjà documentés dans la littérature, comme les difficultés langagières des enjeux sociaux. Mais comme j'ai dit, je pense qu'un changement de posture dans le projet, c'est vraiment quand on voit qu'ils pensent que c'est à cause d'eux qui vivent de l'intimidation, mais c'est pas à cause d'eux, c'est à cause des gens qui sont autour d'eux. Donc, voilà. Il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que je peux amener le micro? Ah, il y a le fil. Oui, il y a le fil, ça risque de pas marcher, mais... Pardon? Oui, ou sinon... C'est juste une question. Je donne un cours d'apprentissage universitaire, puis on parle de résilience, de bâtir sa résilience dans le parcours. Puis, tu sais, je peux leur démontrer que une résilience se développe. Mais est-ce que ça s'enseigne? C'est ça ma question. Parce que des fois, je leur donne je leur donne mon parcours à moi de résilience, mais il a fallu que je la développe, ma résilience. Puis à eux, j'aimerais ça voir comment ils pourraient... Ben, c'est ça. Oui, exact. Mais dans mes travaux, ça s'est modélisé. C'est-à-dire que je pense à Nicolas, que lui, durant ses études collégiales, il a rencontré une enseignante qui bégayait. Et ça le représentait un modèle parce qu'il s'est dit, « Hey, si elle est capable d'enseigner en bégayant, moi, je suis capable d'être en administration en ayant un TDL. »
Mais sinon, les apprentissages, c'est plus des apprentissages qui viennent appuyer les défis rencontrés. Fait que c'est des jeunes qui ont des difficultés scolaires. Fait que leurs parents, entre autres, pendant longtemps dans leur parcours, ils ont fait des approches personnalisées, ils ont consolidé les apprentissages qui étaient effectués également. Mais sinon, je pense que ça met beaucoup la table sur la présentation de Marine tout à l'heure, qui va peut-être avoir des réponses à votre question. Oui, on a encore le temps pour... Petite question, est-ce que tu as, dans ta recherche, trouvé qu'est-ce que c'était qu'un bon tuteur de résilience où il y avait des caractéristiques qui ressortaient? La première qui me vient, c'est vraiment que c'est des gens qui croyaient aux capacités des jeunes. Puis c'était pas juste leurs parents, les tuteurs de résilience. Ça a été beaucoup des enseignants, parce qu'on dirait justement que leurs parents l'étaient de facto. Tu sais, ils croyaient en eux, puis ils croyaient à leur potentiel. Mais quand c'était nommé par des enseignants, on dirait que ça avait une influence encore plus marquante. Terminé? Oui, juste une petite question pour finir. Est-ce qu'on peut être tuteur de résilience pour certaines personnes, puis pour d'autres être au contraire un... Oui, tout à fait, tout le contraire. C'est pas universel. Non, ben comme l'ergothérapeute, comme l'orthophoniste, comme beaucoup d'autres personnes. J'ai pas eu le temps de nommer toutes les personnes qui ont eu des influences négatives sur leur parcours, mais quelqu'un vraiment qui va venir achever la personne, c'est possible. Oui, alors qu'il pourrait être un tuteur pour d'autres. OK. Puis ça me permet de dire, si tu me permets, que dans la thèse, on le voit concrètement comme quoi il fallait tellement beaucoup de facteurs de protection pour atténuer un facteur de risque. C'était colossal, là. Il y a vraiment une interaction que je faisais pour dire que c'est un facteur de protection. Il fallait que je puisse nommer comment ça a influencé le facteur de risque. Puis pour un facteur de risque, des fois, il y en avait une douzaine. Parce que juste un facteur de protection, probablement que ça n'aurait pas eu l'effet escompté. Puis c'est probablement ce que les jeunes qui décrochent, qui ont un TDL, vivent. Bien, de rien.